Bonsoir. Bienvenue au Méliès. Je contextualise avant de vous présenter notre premier invité qui va introduire lui-même les 4 suivants. Cette soirée est la deuxième rencontre autour des métiers du cinéma, un an après celle consacrée au montage organisée par Rancard au Méliès, qui sont de nouveaux partenaires ce soir. Il y a un autre partenaire qui sont les Scripts Associés. C'est une initiative de Sophie Vaillant qui est présente dans la salle. Et on a décidé de conjoindre des désirs différents, mais de les faire converger, en l'occurrence de rendre hommage au métier de script. Au passage, je précise que j'ai insisté pour que soit présente parmi nous la doyenne des scripts françaises, Madame Sylvette Baudreau, qui est au premier rang, qu'on peut applaudir, qui a commencé avec Hitchcock, Laurel et Hardy, Jacques Tati, et fait tous les films d'Alain Resnais, Yves Bigot, mon admiration éternelle. Mais parallèlement à ce désir de mettre en lumière les différents métiers du cinéma, la prochaine fois ce sera d'ailleurs les compositeurs de musique, en mars, est survenu le décès de Bénédicte Kermadec, l'une des fondatrices des Scripts Associés, qui était par ailleurs une spectatrice occasionnelle du Méliès, d'où cette soirée un peu particulière. On va commencer par échanger sur le métier de script, ensuite on rendra hommage à Bénédicte. Ensuite, Pierre Scheller, que je remercie chaleureusement d'être présent ce soir et que vous pouvez applaudir également, parlera de sa relation avec Bénédicte. Nous verrons un petit film réalisé par Bénédicte dans lequel elle intervient aussi. Et ensuite, nous verrons le film de Pierre avant de nous retrouver pour échanger brièvement sur le film de Pierre et de prendre un pot, en tout cas ce qui reste du pot, à la toute fin de la soirée. Il en reste, tout va bien. Merci d'accueillir maintenant Charles Keaton, mais oui, en vrai, qui va nous présenter les scripts présents à nos côtés. Merci Laurent. Oui, je suis... C'est Stéphane, mais comme j'ai oublié le Jaudoin dans le Charles Keaton, je ne t'en veux pas. Merci Laurent Jaudoin. Oui, alors je suis script moi aussi, et comme je suis arrivé de Montréal en 2005, j'ai eu le plaisir de voir évoluer le métier en le pratiquant, et c'était un peu dans cette optique-là qu'on voulait vous présenter nos panélistes, nos participants dans la discussion, qui sont donc 3 scripts membres de LSA aussi, mais de générations différentes, avec un parcours différent, et je pense qu'on va pouvoir prendre le pouls de cette évolution-là en invitant Dominique Pia. Merci Dominique, tu veux venir ici. Et 3 scripts aussi qui sont liés d'une manière ou d'une autre à Bénédicte Kermadec, à qui on rend hommage. Betty Greffet. Et Élodie Geoffrey. Merci Élodie. Alors je précise que la Cinémathèque française a eu la très bonne idée de rediffuser une rencontre avec Sylvette Baudreau, entre autres, qui a eu lieu en 2013, et qui portait sur l'histoire et le devenir du métier de script. C'est sur leur site depuis 48 heures. Mais on va quand même reprendre un tout petit peu au début, c'est-à-dire non pas sur l'histoire elle-même, parenthèse, d'après cette conférence, le métier est apparu en 1918 aux États-Unis. Donc c'est effectivement un métier très ancien, mais qui est arrivé un tout petit peu plus tardivement en France. Je veux bien en revanche que vous me donniez les unes et les autres votre définition du métier. Je précise ça parce que dans les échanges préalables pour choisir le métier de script comme deuxième métier honoré dans le cadre de ce petit cycle sur les métiers du cinéma, on s'est rendu compte que plein de gens ne savaient pas ce que c'était qu'un ou une script, et que du coup ça vaut le coup de raconter un tout petit peu ce que recouvre cette réalité que vous pratiquez toutes les 3. Il y a aussi beaucoup de gens dans le métier qui ne savent pas. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Le métier de script, c'est assez... Pour moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question. En tout cas, c'est un métier qui est à la fois artistique et technique, qui se trouve au carrefour de bien des disciplines sur un plateau aussi, parce que c'est à elle ou à lui que l'on pose un certain nombre de questions. Et en principe, on a cette vision globale du scénario qui fait qu'on est toujours capable, dans le meilleur des cas, de répondre à ces questions et de renseigner sur la continuité. En fait, l'essentiel de notre métier, c'est la continuité. La continuité d'une histoire, puisqu'on ne tourne pas dans l'ordre, et que donc, au montage, les monteurs vont trouver dans le bon ordre tout le matériel qui seront reçus au fur et à mesure du tournage.
Par conséquent, il y a cette personne, cette continuité, cette personne qui s'occupe de la continuité, continuity person en anglais, ou script supervisor, qui est un meilleur titre que le mot script, parce qu'il y a une ambiguïté dans le terme de script qui malheureusement fait croire à beaucoup de gens, quand ils ne sont pas du métier, qu'on écrit le scénario. Ça serait formidable, mais ce n'est pas le cas. Et donc, ce terme de continuity person ou de script supervisor, c'est quand même beaucoup plus clairement basé sur ce que nous faisons, à savoir que nous sommes la personne qui est chargée, responsable de la continuité de cette histoire qui s'appelle un scénario, qui est un scénario, qui a donc été écrite par quelqu'un d'autre, et nous sommes les garants. Ce qui fait que quand un metteur en scène décide de faire tourner ses séquences, s'il veut faire autre chose que ce qui avait été prévu au départ, nous, on est capable éventuellement de lui dire oui, c'est jouable, non, ce n'est pas jouable. Après, c'est lui qui décide. C'est le metteur en scène qui décide. Voilà, je ne sais pas si c'est très précis ce que je vais vous dire, mais pour moi, c'est très très compliqué d'expliquer ce métier que j'aurais fait, puisque je viens d'arrêter une cinquantaine d'années quand même, parce que ça n'a rien à voir avec Sylvaine. Oui, c'est petit joueur à côté de Sylvaine Baudreau, oui. Mais c'est déjà pas mal. Voilà, Betty, je ne sais pas ce que tu pourrais... pour rebondir sur ce que dit Dominique, oui, le ou la script, c'est une personne qui a un rôle assez central sur le tournage, qui endosse pas mal de responsabilités. La première étant, c'est pas une responsabilité, mais l'un des premiers plaisirs, c'est d'accompagner le réalisateur ou la réalisatrice dans son cheminement artistique et technique. Et ce qui est super intéressant aussi, en tout cas moi, ce qui m'a toujours plu dans mon métier, c'est de travailler avec quasiment toutes les personnes de l'équipe, d'être en lien avec non seulement le réalisateur, la réalisatrice, mais le chef opérateur, le cadreur. Donc le chef opérateur, pour les effets, à quel moment on en est dans l'histoire, est-ce que cette séquence qui était prévue en jour, on pourrait la passer en nuit parce que ça serait le réalisateur, la réalisatrice a décidé de changer, ou logistiquement on ne peut pas faire autrement que de tourner de nuit. Donc c'est plein de petits rebondissements comme ça auxquels il faut savoir répondre. Et il y a aussi une collaboration avec l'ingénieur du son quant à la signification, le sens, voilà, suivre un petit peu le rythme aussi, avec les costumes, pour vérifier les costumes, pourquoi pas imaginer rajouter un gilet, parce qu'à ce moment-là, le personnage est fragile, donc si on lui rajoute un gilet, ça ramènera un petit peu de fragilité. Voilà, donc moi, ce qui m'a toujours plu dans mon métier, c'est d'être en lien avec une grande partie des membres de l'équipe. Oui, après on peut rajouter beaucoup de choses par rapport à la prépa, mais là je pensais moi à la post-prod et aussi au lien qu'on a avec le montage, puisque donc on va remplir un rapport qui est destiné au monteur, qui va être un lien entre le réalisateur et le monteur. Et ça nous permet d'avoir une discussion très privilégiée aussi avec le metteur en scène sur la façon dont il va raconter l'histoire et de pouvoir être un relais comme ça avec le monteur. Voilà, je pensais à ça, et puis je pensais aussi à notre relation avec les comédiens aussi, parce que voilà, ça, bien sûr c'est le réalisateur qui dirige, qui donne les intentions, mais nous on peut être aussi là pour les comédiens, le matin par exemple quand on passe en loge pour vérifier certains raccords, les comédiens peuvent nous poser des questions sur la continuité, surtout si on est par exemple sur une série avec beaucoup d'épisodes où tout est tourné dans le désordre, en cross-bordé. Voilà, on peut être là aussi pour renseigner, pour rassurer. Voilà. La relation avec les comédiens aussi, elle peut être très, très intéressante dans ce métier. En fait, on a quand même l'impression que c'est un des métiers les plus transversaux du cinéma, parce que effectivement, ça se travaille aussi en amont du tournage. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand tu disais prépa, ça veut dire quoi concrètement? Avec qui et pour faire quoi? En préparation, il y a une chose essentielle que nous faisons, c'est le minutage, enfin le pré-minutage, parce qu'un minutage, c'est pas une science exacte, évidemment, mais en revanche, quand on a un scénario, le problème aujourd'hui, c'est que souvent les scénarios
ne sont plus terminées quand on commence la préparation, donc on est c'est parfois un petit peu vague, mais disons que le scénario qu'on nous donne, on en établit un minutage, de sorte que la production, le directeur de production et l'assistant aient une sorte de vision globale. Est-ce que le film va durer 1h30, 1h40, 2h, 2h30? Bon, évidemment, ça change le nombre de jours de tournage et partant l'argent. C'est une référence en fait, ce minutage. Ça permet d'avoir un repère. Mais bon, qui évolue. Je ne sais pas vous comment vous fonctionnez, mais c'est souvent un moment, le pré-minutage, où il faut être un petit peu tout seul dans son coin, parce qu'on peut très vite avoir l'air ridicule, parce qu'en gros, on joue les séquences. Donc c'est les déplacements, c'est... alors quand c'est une arrivée de voiture, bon, ça reste un petit peu abstrait. Mais quand c'est une bagarre, moi je sais que je fais la bagarre toute seule. C'est ça qu'il faut filmer. Quand c'est une scène d'amour, c'est tout doux. Voilà, il faut essayer de respecter un petit peu voilà, le mood. Et puis après avoir souvent ou pas parlé avec le réalisateur ou la réalisatrice en fonction de lui, comment il a envisagé son récit. Donc bon, ça c'est vrai, voilà, c'est quand même un truc, il faut être enfermé parce qu'il peut y avoir des grosses... Puis il y a des grosses différences entre les réalisateurs aussi, et au plus on connaît un réalisateur, en général, au mieux on minute ses films. Voilà. Il y a aussi une question de jeu, parce que dans les scènes d'émotion, par exemple, on peut très bien avoir une différence de 1 minute, voire 2, voire plus, dans le jeu. Les temps que l'acteur, que le comédien va prendre, soit qu'il va les prendre lui, et que le metteur en scène éventuellement va dire non, là c'est trop lent, on s'emmerde, donc il va resserrer, mais si ce n'est pas le cas, il peut aussi lui dire donne, allonge, tu vois, et je verrai ça au montage. Donc effectivement, on se retrouve avec une scène qui peut faire, disons, 3 minutes, 4 minutes, alors que nous, en la lisant, on la sentait plus dynamique, peut-être, et on a mis beaucoup moins de temps. Donc c'est pour ça que je dis, on devrait toujours dire une estimation, non pas une science exacte. Un pré-minutage, une pré-estimation. Et c'est passionnant. Pour moi, personnellement... C'est l'étape la plus intéressante? Pas la plus intéressante, mais c'est celle qui m'amuse le plus. Et c'est celle, peut-être parce que je suis née dans un milieu d'acteurs, c'est pour ça que ça m'amuse. Mais certains Jean-Pierre, par exemple, oui. Mais c'est surtout qu'on prend connaissance avec le scénario, on entre dans l'histoire, et il faut minuter au moins 3 ou 4 fois avant de donner, enfin moi c'est comme ça que je fais, de donner au moins 3 ou 4 fois le minutage avant de le donner à la production, parce que l'évolution au fur et à mesure où on apprend à connaître le scénario diffère. Et il y a un moment où on peut se dire, ouais, là je crois que j'ai le poids correct. Alors, comment on devient script? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à occuper cette fonction dont on a dit au début qu'elle n'était pas évidente quand on était hors des milieux du cinéma? Qu'est-ce qui oriente pour à un moment se dire, en fait, moi, ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est d'être script? Betty ou Mélodie? Eh bien, moi je suis issue d'un milieu absolument pas dans le cinéma, et j'ai rencontré personnellement la nouvelle chérie de mon père à l'époque, qui était ingénieur du son dans le concert et l'enregistrement, et qui me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, prof de français, institutrice, un lien avec la transmission, les enfants. Je te verrais bien bosser dans le cinéma. Ok. Bon, j'allais au cinéma le mercredi après-midi avec mes copines, et elle me dit tu connais le métier de script? Non. Qu'est-ce que c'est? Elle me raconte, et là je me dis mais en fait c'est moi. Elle me racontait les qualités, enfin en tout cas les réflexes qu'il fallait avoir. Je me suis dit, mais en fait c'est ça que je veux faire. Et voilà, donc je suis montée à Paris, j'ai fait mes études de BTS. J'ai écrit à Sylvette Baudreau, puisque la Fémis venait de créer la section script. Sous l'impulsion de Sylvette, ouais. Elle m'a dit, foncez passer le concours. J'ai passé le concours, j'ai été prise, et puis c'était bien ce que je voulais faire. Voilà. Et toi? Alors moi, c'est ma grand-mère qui m'a parlé de ce métier. Voilà, c'était
à son Qu'est-ce qu'elle faisait, la grand-mère en question ? Pas du tout dans le métier, mais elle avait eu une opportunité pour aller sur un plateau de Pagnol à l'époque, parce que moi je viens du sud de la France. Et elle avait vu une script travailler quand j'étais adolescente et que j'ai regardé beaucoup de films. Voilà, c'est elle qui m'a parlé de ce métier. Puis je sais pas, c'est resté. Et puis après, quand j'étais à la fac, voilà, j'ai repensé à ça, j'ai repensé à mon amour pour le cinéma. Et puis moi, j'ai un peu le même parcours que Betty. Bon, moi, je suis pas du tout du milieu non plus. Je suis fille de prof. Et donc, moi, j'ai passé le concours de la Fémis comme Betty. Et donc, moi aussi, j'ai réussi d'être comme prof à la Fémis. Et c'était une grande chance. Voilà. Et puis après, voilà, j'ai eu différentes chefs. Et j'ai travaillé avec Estelle Beau, je ne sais pas si elle est là, qui a donné... elle est là, apparemment, au fond de la salle. Ouais. Estelle qui a donné mon nom à Bénédicte Kermadec un jour. Et après, j'ai été pendant 2 ans l'assistante de Ben. Voilà. Donc, on a un peu le même parcours avec Betty. Et moi, j'ai pas fait d'école. Ah, avec le micro plus près de la bouche. Pardon, c'est moi. J'ai pas fait d'école parce qu'à l'époque, il y avait seulement l'IDEC. Et donc, on pouvait faire du montage. Mais c'est surtout que, au départ, je pensais pas du tout à faire ce métier. Je voulais être comédienne. Et j'étais partie en Angleterre, un peu comme Ben. Mais je suis partie en Angleterre dans une école de théâtre. J'ai fait 3 ans de formation théâtrale et de régie théâtrale. Et puis quand je suis rentrée à Paris, j'ai passé pas mal d'auditions. Et puis j'étais toujours trop petite ou trop blonde ou trop les yeux aussi. Enfin bref, ça allait jamais quoi. Donc je suis rentrée dans un journal parce que j'aimais écrire. Et je suis rentrée dans un journal de télévision. Et un jour, le rédacteur chef m'a envoyé sur un plateau de cinéma, en disant tu vas interviewer la script. Voilà, on fait un truc sur les métiers de l'ombre, les métiers derrière la caméra. Donc il y a une script qui s'appelle Colette Crochot, qui était à l'époque une autre Sylvette. Enfin, elles sont de la même génération. Je pense que malheureusement Colette n'est plus là pour le dire. Et donc j'ai passé ma journée accrochée à cette femme. Et à la fin de la journée, elle me dit bon, alors toi, je te prends sur mon prochain film comme stagiaire. Et j'ai dit ah bon? Oui, t'es faite pour ça, t'es faite pour ça. J'avais même pas à discuter. Et 6 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, je ne sais plus, elle m'a embarqué sur ce film. Ce film, c'était un film avec Jean Gabin. Et donc, évidemment, je suis tombée dedans. Et j'ai jamais arrêté, j'ai jamais quitté, et jusqu'à l'année dernière. Voilà. Allez, la petite dernière, et ensuite on aborde la vie et le travail de Bénédicte. Qu'est-ce qui a changé récemment? Enfin, on peut peut-être presque remonter au numérique, au fait, à l'arrivée du numérique, mais quelles sont les grandes transformations récentes qui ont fait évoluer le métier de script? Betty? Pourquoi c'est toujours pas qui commence? Parce que Dominique vient de parler, donc... Mis à part... oui, le numérique, c'est sûr que ça a complètement transformé notre métier. Moi, je sais que le métier que j'ai appris au niveau de la technique, parce qu'en fait, le métier reste toujours le même. Mais après, c'est les outils qui sont mis à notre disposition qui ont changé. Et c'est vrai que moi, j'ai appris avec des petits dessins, avec des polaroïds et en film, en 35 mm et en 16 mm. Et mes premiers longs métrages comme chef, je les ai faits en 35. Donc oui, il a fallu réapprendre, mais après, moi je trouve que c'est toujours intéressant parce que le métier de script, c'est s'adapter, c'est savoir ouvrir les yeux et savoir rebondir. Donc c'est pas toujours simple, mais c'est intéressant. Voilà, moi c'est vrai qu'à part le numérique, je vois pas trop. Et puis bon, si après il y a l'accélération des temps. Enfin ça c'est. La place qu'on a aussi aujourd'hui, elle a un petit peu peut-être évolué aussi parce qu'en effet on tourne de plus en plus vite et peut-être qu'aujourd'hui en tout cas sur par exemple des séries, parce que je fais plus moi personnellement de séries que de films, les premiers assistants aujourd'hui mise en scène, ils ont moins le temps en fait de se consacrer à la mise en scène pendant le tournage. Et nous, on est toute la journée à côté du réalisateur, donc notre place fait qu'on devient une interlocutrice privilégiée
pour parfois voilà, parler de la mise en scène avec le réalisateur, parce que peut-être les premiers assistants ont moins de temps qu'avant. Donc peut-être le métier il a aussi évolué un peu aussi dans ce sens-là. Voilà, je pense, voilà, on s'investit plus d'une manière artistique peut-être. Oui, après, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que je trouve quand même plus compliqué aujourd'hui, c'est comme tout s'est accéléré, le temps nécessaire pour prendre le recul, pour donner du sens à ce qu'on est en train de faire, est beaucoup plus ténu. Et il faut quand même être sacrément bien accroché, je trouve, pour rester présent. Je trouve. Enfin, je trouve que les temps sont vraiment devenus compliqués. Je sais pas, moi je fais pas mal de téléfilms depuis quelques années. Maintenant, ça se fait de plus en plus en 19-20 jours, alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt 23 jours, quoi. Donc ça grignote, ça grignote, ça grignote, quoi. Oui, soi-disant, c'est parce qu'avec le numérique, on peut aller plus vite. Mais ça, je crois que c'est une vue de l'esprit. C'est pas le numérique qui fait qu'on peut aller plus vite. C'est le souhait d'une production. Et c'est vrai que tourner en 19 jours, que ce soit en numérique ou en argentique, on ne fait pas mieux. Pour moi, personnellement, j'avoue humblement que je ne me suis pas mise à la révolution numérique dans ma façon de travailler, c'est-à-dire jusqu'à encore cet été, je travaillais avec mon scénario papier où j'ai fait des concessions parce qu'il y a certaines choses que je fais évidemment avec mon ordinateur, mais par exemple je ne travaille pas avec une tablette. Je ne dis pas que j'ai raison, c'est ma façon de faire. Je n'avais pas envie de... J'ai mon rythme dans le travail et je n'avais pas envie d'évoluer de ce côté-là, sauf peut-être pour les photos de plateau, effectivement, parce que je ne peux plus faire de Polaroid, il n'y en a plus. Super, donc j'ai fait les photos de raccord avec ma tablette. Mais ça, c'est la seule chose que je fais avec la tablette. Et pour moi, personnellement, le scénario, c'est vraiment un outil papier. Il y a une sorte de sensualité avec le scénario que je trouve extrêmement importante, qui est belle. Et en plus, bon, je sais, il y a des coques, il y a des tas de trucs pour protéger les tablettes quand on travaille dehors. Je trouve qu'on voit mal quand il fait trop chaud, enfin quand il y a trop de soleil ou trop de lumière, etc. Et puis, bon, moi j'avoue que je suis peut-être un vieux dinosaure, mais je n'ai pas réussi à passer au numérique. Vous, ça a été sans 2 secondes. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut quand même encore choisir ces outils, et c'est quand même la base. Oui, l'outil ne fait pas le professionnel. Enfin, pour nous, pour notre métier à nous. Alors, puisque tu as la parole, Dominique, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Bénédicte était à la fois une grande script et une amie qui est chère à beaucoup de gens qui sont dans la salle? Et retracer un peu son parcours, puisqu'on est aussi un peu là pour ça. Alors, moi, j'ai connu Ben à la faveur d'une publicité, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de scripts encore sur les pubs. Je ne sais pas si c'est vrai encore aujourd'hui, mais enfin, dans les années 70, surtout sur les publicités américaines, on tournait en France, ils avaient toujours un script, Et donc, un jour, on m'a proposé un tournage un petit peu trop long parce que j'avais un long métrage à faire derrière. Et le directeur de production m'a dit, bah écoute, il y a une fille qui a ton profil et qui s'appelle Bénédicte Kermalek, appelle-la. Donc j'ai appelé, on a immédiatement sympathisé. On avait quand même pas mal de points communs, l'Angleterre, les familles, etc. Et elle a pris le relais. Et à partir de ce moment-là, on est resté en contact toujours. On s'est toujours appelé, on ne se voyait pas énormément, mais on s'est toujours appelé. Elle avait une énergie, ça je sais que tout le monde va le dire, mais c'est vrai, une énergie, un dynamisme, elle était solaire, totalement solaire. Et quand elle s'exprimait, quel que soit le sujet, je sais aussi qu'elle a été très militante, ça c'est un domaine d'elle que je ne connais pas bien, que je connais par l'extérieur, mais que je n'ai pas partagé. Et en revanche, tout ce qui était littéraire, tout ce qui était cinématographique, tout ce qui était culturel, ça c'était des domaines sur lesquels on se retrouvait énormément. Et malgré le fait qu'on ne se voyait pas énormément, on se parlait beaucoup par téléphone. Et puis évidemment, après, avec le téléphone portable,
ça a été encore plus formidable. Ouais, c'est un vide énorme. Un vide énorme. Betty et Elodie, vous l'avez connu aussi? Tout à fait. Alors moi, à l'époque où j'étais l'assistante de Ben, Betty vivait chez Ben. Peut-être commencer pour le coup. Voilà, je crois que c'est rapide. Allez, parce que c'est vrai que c'est un chronologie. Voilà. En gros, moi j'ai terminé l'école. Je suis passée à la FEMIS parce qu'il y avait une journée spécialement dédiée au métier de script. Et je me suis dit, tiens, je vais venir rendre visite à Sylvette Baudreau, Lucette Andréi, qui est aussi de la génération de Sylvette. Et il y avait plusieurs scripts qui étaient là à la cantine. Et voilà, c'est là que j'ai rencontré Bénédicte. Et moi, je sortais de l'école, il fallait que je fasse mes stages. Enfin, je cherchais à être assistante. C'était au XXe siècle, je tiens à le préciser. Et donc, voilà, donc j'ai croisé Bénédicte et je me suis dit, mais c'est avec elle que je veux faire mes stages, pour les raisons que vient de citer Dominique. Quelqu'un de solaire, de vif, de joyeux, d'enthousiaste. Et donc, je ne l'ai plus lâché. Donc, j'ai photocopié l'annuaire du cinéma à l'époque qui s'appelait le Bellefeuille. J'ai trouvé son numéro et je lui ai envoyé un courrier. Je la rappelais, vous avez reçu mon courrier. Je réécrivais. Je ne l'ai pas lâché jusqu'au jour où elle m'a prise comme assistante. Voilà. Et après, à partir de là, je l'ai remplacée de temps à autre sur des projets quand elle était pas en forme, quand elle avait la grippe ou genre elle partait sur un autre projet, je terminais à sa place. Donc on a fait une petite collaboration comme ça pendant plusieurs années. Et puis voilà, nous sommes restés amis jusqu'au moment où, entre deux maisons, je suis allée vivre 1 an chez elle. Et voilà, j'ai eu la joie de rencontrer ses différents cercles, sa famille, ses amis, les militants. Je me retrouvais à tracter le dimanche matin pour les sans-papiers. Et voilà, c'était une maison pleine de joie, pleine de passages, pleine d'échanges. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'Élodie est arrivée dans ma vie, chez Bénédicte. Alors moi, j'ai commencé à travailler avec Bénédicte comme assistante sur un tournage où elle m'a appelée parce qu'au bout de 3 jours, elle avait viré son assistant parce que Bénédicte était très exigeante. Voilà, et c'est très bien dans notre métier d'ailleurs. Mais donc je suis arrivée, elle venait de renvoyer quelqu'un. Donc le premier jour de tournage, bon, j'étais pas tranquille quand même. Je me suis dit voilà. Donc j'ai pris le film en cours de route en voyant voilà que c'était quelqu'un de très précis, très exigeant, très proche de la mise en scène. Donc au début j'avais un petit peu peur, j'avoue. Et puis très vite j'ai observé sa technique. Voilà, moi j'avais travaillé avec d'autres scripts avant, comme je l'ai dit, donc là je découvrais une autre façon de faire. Et ce qui m'a plu voilà, chez Bénédicte, c'est que très vite elle a été très généreuse en fait dans tout ce qu'elle a voulu me transmettre. Voilà, elle aimait vraiment beaucoup son métier et je crois qu'elle donnait le maximum à ses assistants et assistantes pour que vraiment on représente bien le métier, qu'on le défende bien. Et moi j'ai adoré travailler avec elle. Et puis une fois que je suis rentrée dans sa méthode de travail, j'avoue qu'on s'est bien marré. On a eu plusieurs tournages. On a fait des gros tournages ensemble, un tournage qui a duré 6 mois. Voilà, j'ai beaucoup de souvenirs avec elle. Et ce qu'elle me disait toujours, c'était d'avoir l'esprit critique. Voilà, l'esprit critique par rapport à l'histoire qu'on raconte, par rapport à ce qu'on fait, pourquoi on fait les choses, on met ça dans telle case, pourquoi, voilà, toujours se remettre en question et toujours réfléchir à pourquoi on fait les choses. Et ça, moi aujourd'hui, en tant que script, en tout cas, c'est quelque chose auquel je pense tout le temps. Pourquoi je fais les choses, et d'ailleurs je le dis à mes assistants ou assistantes.
Juste avant qu'on accueille Pierre et qu'on voit le film donc, de 13 minutes, vous pouvez nous rappeler ses principaux films, enfin les films auxquels elle tenait le plus, sur lesquels elle a travaillé? C'est une question piège. Oh, citer 5-6, on n'est pas... Elle en a fait beaucoup. Charles. Les films de Deray. Le film de Deray, oui. Elle parlait beaucoup des films avec Deray, mais elle a fait beaucoup de films avec Deray et avec Delon. IP5 de Benex dans les films plus anciens. Le film de Scheller. Grave. Bah oui, elle a fait Grave. Ah oui, après, elle a bossé sur la fin de sa carrière. Elle aimait bien travailler avec des jeunes réalisateurs et réalisatrices. Donc voilà. Et Pierre Scholler, que je vais inviter à nous rejoindre. C'était très important. Quelle transition! Eh bien oui, parce que quelqu'un me souffle, c'était très important pour elle, Pierre Scholler. Oui, c'était très important. Ah, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de Bénédicte et de votre collaboration et de votre amitié? On a fait 3 films, enchaînés d'ailleurs. Enfin, enchaînés assez vite. Les films, pas vous, oui. Ça a commencé par l'exercice de l'État. Ensuite, il y a un téléfilm qui était quand même un travail assez conséquent qui s'appelle Les Anonymes, qui était sur l'assassinat du préfet Erignac. Et puis Un peuple et son roi, qui était la fresque surhumaine pour beaucoup. Comment dire? Alors moi, je pense que Bénédicte était quelqu'un qui aimait énormément sa place sur le plateau, son rôle, sa responsabilité, et donc il y avait la passion de ça, et ça veut dire la passion de la mise en scène, parce que on pourrait avoir du métier de script une espèce de travail de grammairien, c'est-à-dire de dire voilà, il faut que la grammaire soit fluide. Ça veut dire les raccords, ça veut dire la cohérence, ça veut dire les regards, ça veut dire la temporalité. Voilà, tout ça, c'est un peu comme si voilà, on ne peut pas mettre un subjonctif avec un passé dans la même phrase, c'est compliqué. Enfin, voilà. Le cinéma, c'est une espèce de discontinuité. Ce qui se passe entre deux plans paraît très simple, mais peut être tout d'un coup très compliqué si les deux plans ne s'accordent pas, comme dans un puzzle où tout d'un coup les ronds et les carrés vous essayez. Or, sur un tournage, on est souvent amené à essayer de faire rentrer les ronds et les carrés ensemble et de voir ce qui se passe si on les choque, parce que pas de temps, parce que le comédien qui est pas le même, et ainsi de suite. Il y a un nuage qui passe, enfin, il y a plein de raisons qui font qu'il y a de la discontinuité permanente. Et donc des incohérences. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai amour de l'art chez Félix, c'est que ça n'avait pas peur de ça, parce que ce qui comptait, c'était le film tel qu'elle se le pensait, comme elle le sentait, et ce qui se passait entre le film du metteur en scène qu'il essayait de faire et le film qui se faisait. Et ça crée constamment un dialogue continuel, qui est une espèce de discussion qu'on a sur un plateau, peut-être pas sur le moment des prises, mais avant, après, ou à la cantine. Il faudrait un jour je ne sais pas si dans le film de Truffaut on voit la cantine, je ne me souviens pas. Alors que la cantine est un lieu essentiel, où il serait avec plein de trucs. Et donc, c'était quelqu'un, c'est un peu dur de parler comme ça, mais de conviction et d'engagement, et une forme de conscience, de son temps, de la société, de son art, de ce qu'elle pouvait apporter, de ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas. Si vous voulez, ces choses-là sont très, très, très fortes sur un plateau, parce que c'est de l'humain, c'est de la psychologie, c'est de l'émotion, et les films sont faits de ça aussi. C'est-à-dire que si on choisit de travailler avec un collaborateur, c'est dans la rencontre, dans l'échange. Et des fois, on se trompe. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me tromper et de voir que tout d'un coup, ça n'allait pas aller au bout de 3-4 jours sur un plateau avec quelqu'un avec qui je travaillais. Et Bénédicte, c'était l'inverse de ça, parce que vraiment, je crois qu'elle a aimé beaucoup le cinéma que j'ai essayé de faire. Elle y a contribué. Elle était toujours, je crois qu'elle était très ravie des aventures de ces films. Et
surtout, comme c'est des films qui avaient une prise sur la société, sur ce qu'on vit, etc., ça l'a passionnée, parce qu'elle était passionnée de ça aussi. Et quand vous allez voir l'exercice de l'État, il y a une scène où les chômeurs font une photo sur le perron de l'Élysée. Regardez bien la scène, et puis après, je vous dirai une petite chose. Alors, avant, on va regarder le petit film de 13 minutes. Tout ce que tu viens de dire sur la relation à Bénédicte et sa relation à la mise en scène, on va le voir dans le film. Je remercie François Barge-Prieur, qui est présent dans la salle, et grâce à qui nous avons ces images, y compris avec Sophie, que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on enchaîne les 13 minutes de ce petit film, cet essai autour du tournage et du métier de script dans lequel Bénédicte intervient par ailleurs, et le film L'exercice de l'État, et on retrouvera Pierre pour en parler à l'issue de la projection. Bonne séance à toutes et tous. Merci, et merci à tous les quatre. Merci pour bien, Charles. Ça leur a beaucoup touché. Il y a quelqu'un qui demande en public pourquoi il n'y a que des femmes dans ce métier. Il n'y a plus que des femmes. Oh bah alors là, on va vous faire un cours historique un peu long. C'est vrai qu'il y a une majorité de femmes. Oui, c'est vrai. J'ai essayé de meubler un peu. Parce que historiquement, c'est comme ça. C'était des secrétaires qui sont descendus sur le plateau et qui sont devenus des techniciennes de cinéma. Mais au départ, c'est un métier féminin. Parce que c'est pas comme ça partout. Et c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de metteurs en scène américains qui étaient script avant. Sam Peckinpah était script. Il dit qu'aux États-Unis aussi, il y a une majorité. Oui, mais il y a quand même des hommes. Sam Peckinpah était script quand même. Une bonne question. Jean-Louis, c'est bon. Passe par le haut, par le haut, par le haut, par le haut. Par le haut. Voilà, c'est bien. Et vous cachez là. Oh, Jean-Louis, tu te caches là dans celui-là. Par le bas, par le bas. Voilà, attention, il ne faut pas qu'elle reparte en courant de l'autre côté. Hein. Allez, moteur. Allez, moteur demandé, on se cache. Bon, on se cache, on se cache. Ça tourne. Quand vous regardez un plan de cinéma, dites-vous que chaque chose que vous voyez, on l'a posée. Il y a eu un choix, il y a eu ça a été choisi, ça a été plus ou moins étudié, mais il y a eu une intervention sur chaque chose. Ce qui se dit, où ça se dit, les habits, l'action, l'arrière-plan, la lumière, tout ça n'existait pas avant. C'est posé. Et ça donne une idée à la fois de la complexité du travail, du fait qu'on soit si nombreux sur un générique, et de comment faire pour que ces choses posées soient à la fois ressemblent à la vie et en même temps racontent quelque chose. Tu veux dire ça? Comment? T'as envie que je gagne? À ce moment-là, ouais, oui, d'accord. Non, t'as envie, non? Ouais. Alors, je te dis. Allez, va. Tu bouges, Jean-Christophe, ou... Non, je vais bouger, ça va être... Tu le suis, quoi? Tu suis? Hein? Je suis là, je me calme un peu par rapport à... Allez, on y va. Allez. Là, t'es sur Nathanaël. C'est là, par contre, tu me le cadres bien. C'est-à-dire que non, mais je veux dire, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Ah oui. Mais tu bouges que si tu as quelque chose devant. Voilà, pour voilà. Comme ça, cherche qui. Non. Non, tu restes sur lui. Centre. Ouais. Recule un poil avec la chose. Voilà, top. C'est bon? Auteur? Ok, président, c'est vrai. Je fais déjà un...
Je pense que ça joue beaucoup, Nathanaël, sur le souvenir au début. Tu revois, il est venu à toi. Tu peux y aller là? Sommes-nous prêts? Oui. Alors on y va. Alors le moteur est demandé. C'est là où l'intervention de chacun est déterminante et l'intervention de chaque chose est déterminante. Les comédiens au début étaient un peu déstabilisés parce que je pouvais passer une demi-heure à savoir comment étaient posées soit les boîtes de chaussures, soit un cadre derrière, etc. Dans la composition de l'image, parce que pour moi c'était voilà, c'était comme ça, c'était important. Et la raison, elle n'est pas, la raison à ça, elle n'est pas que créer une belle image. Elle est créer une lecture de l'image qui fait que l'image sera lue rapidement, appréhendée rapidement, donc pouvait être montée rapidement. L'idée, c'est qu'un plan lisible, un plan qui est composé, se monte, c'est pas qu'il se monte plus facilement, mais l'œil va à certains endroits et va dans le sens du récit. Tu as une brèche, tu as deux brèches pour les noms. Hein, les noms, mais tu vois, les noms, c'est toi qui les as, les noms, tu les as, les noms. Il faut aller les chercher. Je parle beaucoup plus tard. Oui, je parle, oui, après. C'est, il me faut des noms. Là, c'est fait de moi que les jeunes collent au cul, mis sur un coup de balai sur les bannières, alors il me faut des noms. Ah. Continue. Ça n'existe pas, les anonymes. Il y a des noms, des prénoms, des âges. Des casiers, des peines, des responsabilités. D'accord? Tu peux y aller là-dedans. Mais je finis quand même pas, sinon je te colle à max chez le juge. Tu vas arriver, tu vas te retrouver par là, tu verras où tu arrives. Le juge, tu vois, s'en fout de ton adversaire, il est comme moi, il veut des noms. Voilà, il est comme moi, tu reviens, tu vois. On y va? Un silence. Allons-y, s'il vous plaît. C'est se déprendre de soi-même. Il y a une manière d'accepter comme ça l'inconnu, l'imprévu, la rencontre avec l'autre, c'est se déprendre de soi-même aussi. Tout en sachant que quelque part aussi on fabrique un film dont je et plusieurs personnes détiennent la cohérence. Bénédicte peut vous raconter quelque chose justement parce qu'elle a tellement intégré cette méthode de travail qu'elle a amené une chose en clandestin sur le film qu'elle m'a révélé après et je trouvais ça magnifique et qui se voit. Ce qui est très étrange, c'est que le petit grain comme ça qu'elle a apporté, sans que je lui demande quoi que ce soit, de sa propre initiative, va apporter quelque chose au plan. Et moi, je trouve ça merveilleux. Ici, il y a quelques séquences. Il y a quelques séquences ici. Non. Il y a 3 séquences. Nuit et jour. Non. Demain, je pense qu'il y en a 2, et après, il y en a encore aussi. Non, il y en a 3. J'ai vu hier soir. Nuit, non, voilà. Non, si t'as confondu parce qu'elle a une montagne. Il y en a 2 demain. Moi, j'attaque tout de suite, hein, c'est pour ça. 21e jour de tournage, voici comment un nouveau décor apparaît brutalement avec un planning déco qui restera dans le décor. Vincent qui restera dans le décor. Allez bien, on allait porte la lettre. Pour le soir, je me dis que ça vaut le coup d'avoir en face. Parce que tu vois, en même temps, si je suis là... 41 soirs, c'est 19 heures. Si je suis là, elle est bien. Oui, parce qu'avant, le bureau Bourban, on l'a joué nuit. C'est le fameux... Nous, les scripts, on est là pour capter l'intention de la mise en scène. Donc, quelquefois, effectivement, il faut du temps. Et c'est pas grave, même si on sait qu'au montage, on n'aura jamais une séquence ou un plan qui va durer des minutes et des minutes. En tout cas, c'est nécessaire de tourner ça à ce moment-là, comme ça, dans cette durée-là, pour pouvoir avoir le choix au montage. Et c'est parce qu'il y a une intention de mise en scène derrière. Et je pense que le dialogue avec Bénédicte et son regard, c'est un regard de vigilance.
Dire, attention, est-ce que on est au bon endroit? Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Est-ce que, oui, cette journée, on a eu ça, ça dérive par là. Est-ce que ça va encore dans le sens du film ou est-ce qu'il faudra revenir, etc. En fait, travailler avec Pierre, ça oblige à être présent en permanence. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se joue dans le moment présent? C'est-à-dire qu'il faut aussi faire confiance à l'instant. Et à ce qui... c'est pas l'imprévu, c'est pas chercher l'imprévu, c'est tenter, quoi. Tenter une chose. Comme les comédiens tentent une prise à l'autre. Comme ça, il n'a pas d'armoire, tu vois, donc ça fait un coin. Ça va, ça fait le bordel, tu vois. Voilà. Ça fait comme ça. Voilà. Et ça va, laisse comme ça. Attends, je vais expliquer pour voir. Ouais. Ça, par contre, je peux pas, c'est pas possible, ça. Pour se pendre? Ouais. Les chaussettes un peu. Non, mais ça va. La sang, oui. Tu en as des choses à plus qu'à Ouais, non. Antoine? Oui. On a modifié la barre. Voilà, c'est déjà un peu plus habité comme ça. Bien. Vous avez fait les points? Oui. Donc moi je serai là, ça ne vous met pas? Parce que ici ça marche. Allez. Moteur, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde est prêt? Non, mais on n'est pas prêt là, c'est à partir de seconde. Non, très équipé, bien équipé. C'est bon, Olivier, ou pas? Un film, c'est aussi un lieu de rencontre, c'est un lieu de discussion, c'est un lieu d'invention, c'est un lieu de proposition. Et assez vite, le film a débordé sur l'équipe et il y a des grands moments de discussion politique avec Olivier Gourmet, avec Julien Hirsch, avec Bénédicte. Ça, c'est des moments... Ça faisait partie. Ça faisait partie de la vie du film. Bon, on y va, Pierre, quand tu veux. Mais oui, mais oui. Jean-Christophe, c'est bon? Oui. En train de monter. Alors, allez. Bien, c'est sur ta droite. Vas-y. Allez, c'est pour ça. Non. Je crois qu'il faut demander le moteur. C'est un peu à droite, Jean-Christophe. Un peu à droite, tu veux dire comme ça? Non, l'autre. Encore un peu. Encore un peu. Bah, t'es trop avancé, reviens nous, t'es trop avancé. Reviens, viens. Voilà, c'est bon, top. Allez, moteur demandé, Pierre, ou... Qu'est-ce qui se passe? Non, on avait un cadre, on l'a perdu. Qui? Tu parles de qui? Allez, Cyril, prends ta position s'il te plaît. Voilà, c'est ça. On bouge pas s'il vous plaît. Et Julien, tu me mets bien secteur droit, en haut. Voilà. C'est pour le début, d'accord. Merci. Et tu restes comme ça sur le début. Moteur. Moteur demandé. Et c'est là où il y a une dialectique de travail entre la préparation, le tournage, le montage, qui est quelque chose de... Il faut pas se laisser aller aux déceptions momentanées et continuer à se dire il y a encore une étape de travail derrière. Le film surgit dans sa réalité à l'étalonnage très tard, même après que le montage soit fini, même après que le message a fini. C'est quelque chose qu'on a peine à voir, c'est qu'il faut que toutes les conditions techniques toutes les étapes techniques soient bouclées, achevées, pour que la réalité du film commence à surgir.
tout à l'heure. Alors, nous allons être concis et efficaces, parce qu'il y a encore la fin du pot après. Donc, on prend juste 10 minutes, et la première minute, c'est pour répondre au teaser de tout à l'heure, c'est-à-dire ce fameux plan des chômeurs sur le perron de Matignon et son lien avec Bénédicte. En fait, donc il y avait des figurants qu'on a fait rentrer à l'Élysée pour le tournage. En fait, on a tourné cette séquence à l'Élysée en faisant croire que c'était Matignon, mais pour des questions d'économie. Ça avait pris 10 mois pour qu'on ait l'autorisation de tourner à l'Élysée, parce qu'on avait aussi la cour avec le final du film, etc. Et Bénédicte me dit, le film était fini, on s'est revu, je pense, à l'automne, et elle me dit, écoute, il faut que je t'avoue un truc. Dans les figurants, il y avait un sans-papier. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a fait rentrer à l'Élysée, sous Sarkozy, pas mal, un sans-papier. Et elle était, je pense, très 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 contente. Et je lui dis, mais c'est quand même étrange, parce que pendant le montage, il y avait tout le temps ce figurant qui regardait la caméra. Et je lui dis, mais pourquoi il regarde la caméra? Et j'étais marqué par ça. Et en fait, voilà, c'est parce que c'était un figurant un peu spécial. Et c'était... et vraiment, elle a fait ça comme ça. Je pense que c'était important pour elle. Et je pense que c'était important pour le film. Et c'était une espèce voilà, ça avait du sens, quoi. Et quand je vous disais tout à l'heure, c'était bien plus qu'un technicien ou collaborateur, c'était quelqu'un qui arrivait, c'était une personne, quoi. C'était qui avait un regard, on n'était pas toujours d'accord, mais il y avait un regard. Et alors, je dois aussi vous parler de ce que vous avez vu. On me voit avec une chemise bleue, là, avec une autre tête, mais ça, c'est une autre histoire. En fait, c'était un peu troublant parce que quand je parlais avec Bénédicte, on parlait de l'exercice de l'État, mais les images de plateau qu'on voyait, c'était un autre film, le film d'après, qui s'appelait Les Anonymes. Et moi, j'avais jamais vu ces images, donc ça m'a touché, et ça m'a rappelé plein de souvenirs. Beaucoup d'histoires, parce que c'était les Anonymes, c'est un film Canal sur l'arrestation et les aveux du commando qui a assassiné le préfet Erignac. Et on a tourné en Corse, en langue corse, et après à Paris pour reconstituer l'antiterrorisme. Et à Madrid, que vous avez entreaperçu, faisait Roger Marion. Et quand je voyais le regard de Bénédicte avec, je crois qu'elle a tourné ça, je ne sais pas comment elle l'a tourné, et en fait je sais ce qu'elle cherchait, ce qu'elle voulait vous montrer, et ce qui était important pour elle, c'était un metteur en scène au travail, un plateau au travail, et comment ce metteur en scène travaillait avec ses attitudes, en fait. Le fait que je touche tout, par exemple, sur un bateau. Alors il y a un témoin qui a participé au dernier tournage. En fait, je suis un metteur en scène qui a besoin de tout toucher sur le plateau. C'est-à-dire les objets, même à un donné, le cadreur, quasiment... J'ai besoin de vivre et d'être partout. Donc c'est des fois très pesant, des fois c'est pénible pour tout le monde. Des fois je mets le chaos parce que je suis très réactif sur le moment du plateau, et c'est la mise en scène, je la sens comme ça, et c'est ça en tout cas c'est ce qu'elle essaie de choper en filmant. C'est ces moments-là de mise en scène en train de se faire. C'est-à-dire la mise en scène, faut pas croire que c'est quelque chose, le matin on sait ce qu'on va faire. Enfin moi j'ai jamais eu des discussions très poussées avec des collègues sur ça, mais moi le matin je sais pas ce que je vais faire. J'arrive et les choses se créent au fur et à mesure. Et ce qui est très important avec ce qui était avec Bénédicte et après avec d'autres scripts avec qui j'ai travaillé, c'est que c'est quelqu'un qui est un confident, une confidente de ça, parce que
Évidemment que la script ou le script, ils ont beaucoup de choses à faire. Mais quelque part, ils sont détachés. Ils sont détachés parce qu'ils sont un pur regard. C'est-à-dire qu'ils regardent en même temps que la mise en scène, ils notent ce qui se passe et ils veillent à ce qui se passe. Ça, je l'avais entendu dans le truc, c'est qu'il y a un truc de vigilance par rapport à la cohérence, par rapport à ce que le film doit être dans leur vision, ce que le film est en train de devenir. Et c'est très important de dire, tu es sûr que tu ne veux pas encore faire un plan, tu es sûr que tu as besoin que de cet axe, tu es sûr que le comédien, tu ne veux pas essayer quelque chose de plus en retenue ou quelque chose de plus appuyé, etc. Et toutes ces questions sont très importantes parce que il faut savoir les dire dans le présent d'un plateau. Un plateau, c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu de complicité, c'est un lieu des fois de grand stress parce que chaque minute semble peser quelque chose de très très fort. Et il y a une intelligence du script à intervenir à ce moment-là, à être là à ce moment-là. Et il faut que le metteur en scène l'accepte, parce des fois ils ne sont pas acceptés. C'est un métier qui est dur par moment, parce qu'ils ne sont pas écoutés, parce qu'ils ne sont pas considérés. Parce que, en fait, un plateau, ça se travaille entre le chef-op, le chef-son et la première assistant. C'est là où ça se dessine. Et le regard du script est très important parce qu'il est sur l'épaule en fait du metteur en scène. Il n'est pas sur l'épaule de la production, il n'est pas sur l'épaule du cadreur, il est sur l'épaule du metteur en scène. Et c'est très important. Et c'est un métier à part pour ça en fait. Je crois que... Et c'est pour ça que c'est si passionnant de vivre le film en train de se faire quand il y a une bonne entente, quand le projet est passionnant, parce que... Et il y a un autre truc après, il y a un truc qui n'a pas été abordé tout à l'heure quand vous avez parlé de la préparation. Il y a une chose qui est très importante qui est la continuité. Alors, vous avez un scénario. Bon, le scénario, c'est l'histoire écrite avant que le film existe. Mais la continuité, c'est en fait, c'est pas dit d'une séquence à l'autre, combien il y a de jours, à quel moment de l'année ça se passe, etc. Donc on remet une chronologie, et c'est très très important parce que la chronologie, des fois elle est trompeuse dans l'écriture du scénario. On ne se rend pas compte qu'il s'est passé 6 mois, qu'il s'est passé et moi je suis assez maniaque avec ça, et c'est une étape qui est très importante de remettre vraiment la chronologie de ce qui s'est passé en fait. Alors, en la datant, c'est-à-dire vous mettez une date avec une vraie date. On est quel jour aujourd'hui? On est le 13 janvier. Oui. Lundi, voilà. Lundi 13 janvier. Et puis après, vous regardez les heures de la journée, la séquence d'après, est-ce que c'est 2 jours, 3 jours? Des fois, le scénario ne le dit pas. Donc, vous dites, bon, bah, c'est 4 jours à peu près. Donc, vous mettez ça, bah, c'est jeudi. Et vous déroulez comme ça l'histoire. Et vis-à-vis des comédiens, et de toute la chaîne de fabrication, les costumes, les décors, vous avez une topographie, comme un journal, ça devient vraiment très concret. C'est-à-dire que sur les tenues, sur l'évolution du décor, sur l'évolution du personnage, il sait combien de temps ça s'est passé. Et si vous avez des films un peu complexes, où il y a des flashbacks ou des ellipses, eh ben, c'est vraiment important. Et puis des fois même, on peut faire l'historique du personnage. C'est-à-dire, si avant, ils sont nés, voilà, si le 13 janvier 2025, bah, s'ils ont 40 ans, ils sont nés en 85, et puis on crée comme ça des chaînes temporelles, comme une base romanesque, qui donne un vécu au personnage. Et ça, je pense que c'est aussi un travail qui est assez fondamental. Ça inscrit le film dans la vie. Ça inscrit le film dans la vie, et ça inscrit la vie dans le film. Et la vie dans le film. Ouais. Alors tout à l'heure, on faisait une allusion très rapide à La Nuit américaine de Truffaut, quand on citait Truffaut. Et
Et on y voit du coup Nathalie Baye avoir une série d'interventions, dont une intervention vraiment sur le scénario, où elle discute avec le metteur en scène sur un changement d'optique du scénario pour lui dire mais non, ça c'est pas la bonne direction. Ça c'est quelque chose que vous pouviez avoir comme discussion avec Bénédicte. Ou c'était pas aussi directement interventionniste que ça? Peut-être. Non, c'était pas. Non, parce que les scénarios étaient assez aboutis. Non, on parlait plus du point de vue, de l'histoire, de ce que ça racontait. Par exemple, il y avait un truc sur l'exercice de l'État. Est-ce que c'est un ministre de droite, un ministre de gauche? Oui. Tu répondais quoi à cette question? Moi, je disais, c'est pas le sujet du film. Et alors, ce qui était drôle, c'est que, ouais, enfin, moi, je suis plutôt à gauche. Hein, Et en même temps, quand le film est sorti, Libé se dit, ah ouais, c'est un film d'un ministre de droite, avec les privatisations et tout. C'est pas le bon critère, parce que la gauche a plus privatisé que la droite. Ouais. Donc, ils avaient pas bien vu le truc, quoi. Mais en même temps, il y a un truc macroniste un peu dans le film aujourd'hui, d'aujourd'hui. Enfin, Ah bah, il était pas né. Hein. Oui, c'est ça qui est fou. Alors si, il y a 14 ans, Macron était né, mais pas politiquement. Ouais. Non, politique, non, il était à la banque encore, je pense. Oui, c'est ça. Non, je sais pas, peut-être vous avez des questions. Est-ce que vous avez soif, peut-être? Est-ce que vous voulez poser 2 questions, par exemple? Qui veut poser l'avant-dernière question maintenant? Mais cela dit, le temps qu'on trouve la dernière, du coup, parce qu'on va sauter la dernière, moi je veux bien que tu nous racontes comment tu le regardes aujourd'hui, toi, ce film. Ben, je le regarde pas. Oui, d'accord. Mais comme ça, c'est plus rapide, t'as raison. Non, mais je l'ai pas vu depuis longtemps. C'est... je sais pas quoi répondre, parce que en fait... c'est un film sur l'impuissance politique. Ouais. Et voilà, quoi. Et sur la... Il y a aussi d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quasiment pas de Premier ministre dans le film. Et on voit le président qui clôt, mais il n'y a quasiment pas de Premier ministre. Parce que déjà le film, entre le moment où j'ai l'idée de le faire et la sortie, je crois que j'avais compté, il y avait 4 premiers ministres, 3 présidents. Tu aurais pu le faire cette année, c'était pareil, ouais. Cette année, c'était... En fait, il est incroyablement contemporain. Ouais. Alors, je sais pas, et puis c'est pas un film sur la politique, pour moi c'est un film sur le pouvoir. La raison d'être du film, il est d'essayer de comprendre un truc, parce que la naissance du film, c'est la première fois, moi je viens de l'écriture, j'étais scénariste pendant des années, et puis la vie fait que je me retrouve à pouvoir réaliser un premier film qui était un film pour Arte Fiction, qui se passait dans une usine, sur la condition d'ouvrier. Et au bout d'une semaine de plateau, je sens un truc bizarre que je comprends pas et que je sais pas ce que c'est, et ça me met mal à l'aise et je sais pas ce que c'est, et j'ai mis du temps, et en fait je comprends qu'on me demande une position de pouvoir, pas une position de décision, pas une position de choix, une position de pouvoir. Pour vous donner un exemple très concret, c'est que l'équipe ne se mobilise pas tant qu'il n'y a pas une place de caméra. Tant qu'il n'y a pas le premier geste de mise en scène de la journée qui est le premier plan. Et on dit, s'il n'y a pas le premier plan, les gens ne peuvent pas travailler. Donc il faut trouver le premier plan. Alors des fois, quand on s'entend bien, le premier plan, on essaye un peu de l'intuiter le soir, si on est dans le même décor, pour que le lendemain, on puisse gagner un peu de temps à faire. Et ça arrivait à des trucs absurdes où moi je cherchais une place de caméra en regardant et je voyais les 2-3 personnes qui me suivaient comme ça. Comme ça, tu vois. Et puis ils avaient remarqué quand je m'arrêtais, ah bah tiens, ça va être là la caméra. Et je trouvais ça d'une servilité absolue. Et pourtant c'est des gens très bien. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est-à-dire, je ne pensais pas que la collaboration sur un plateau soit à ce point pyramidal, à ce point
dans un assujettissement de chefs de poste, parce que c'était des chefs de poste, c'était pas... Moi, je me disais, bon, bah, il pourrait très bien être à côté et réfléchir lui aussi, on met la caméra, après tout, il est chef opérateur. Non, c'était pas comme ça. Et là, je me dis, en fait, c'est ça, voilà, on demande de moi des gestes de pouvoir, une attitude de pouvoir. Et là, ça a commencé à s'ouvrir, et et c'est comme ça que je me suis intéressé à ça, et bon, c'est une vraie question, parce que les discussions, par exemple, sur l'exercice de l'État, ça discutait beaucoup, et notamment, il y a des gens, enfin, des discuteurs assez courageux qui disaient, mais le pouvoir, moi je suis dans un syndicat, je suis dans la salle de réunion, je sais exactement, je reconnais ce que j'ai vu là. C'est pas une histoire de ministère, d'État et tout. En fait, c'est beaucoup plus prégnant et présent que ça. Et voilà. Et donc ça, évidemment que ça intéressait Bénédicte. Évidemment. Et elle l'a senti et l'apothéose de ça était le film sur la Révolution. On s'est dit, tiens, on va s'imaginer reconstruire la politique en 1789, 90, 91, 92, dans des situations de réalisme qu'on essayait de faire. Tu vois. Et ça l'a passionné. Ça l'a passionné. Et puis surtout, je crois, ce qui l'a intéressé, c'était moi, la mise en scène, elle est assez ouverte. Elle est à la fois très instinctive, mais elle est ouverte. C'est-à-dire, de plus en plus, je la rends visible sur le plateau. Parce que je me perçois qu'un metteur en scène, pour contrer ce truc de pouvoir, ben, en fait, il faut partager et être très pédagogue du film, avec tout le monde, et sans hiérarchie, parce qu'il n'y a pas de raison que enfin, tout le monde, on ne peut pas à la fois écrire un film sur la Révolution et tout d'un coup, parce que ça aussi c'est arrivé sur le premier film Arte, où tout d'un coup on était trois, on avait tourné très tard dans la nuit, en banlieue, on revenait, et en fait, les deux comédiennes secondaires par rapport à la comédienne principale, on a fait un détour de 20 minutes, au lieu de déposer les comédiennes secondaires, pour déposer les comédiennes principales. Et ça va pas, ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Voilà. Et c'est des usages. Vous avez réussi à changer ça sur vos tournages? J'ai essayé, parfois, ouais. Parfois, j'ai essayé. Essayé et parfois, ça fait beaucoup. Non, mais il faudrait que je reprenne un cas précis, mais ouais, sur les horaires de convocation, sur... après, vous ne pouvez pas empêcher une comédienne de ne pas savoir son texte, alors qu'elle est là, comme ça, quoi. Mais bon, ça, vous ne pouvez pas la... Non. C'est des trucs très bizarres, les tournages, hein, le plateau. Hein. C'est des trucs magnifiques, mais c'est aussi des trucs très bizarres. Hein. Ça me fait penser aux Argentins. Vous savez, il y a eu un dossier sur le cinéma argentin dans les cahiers du cinéma il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, oui. Où ils expliquaient, ils ont créé un espèce de mouvement qui s'appelle Pampero, oui. où ils essaient de créer collectivement le cinéma. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais même quand vous discutez avec des metteurs en scène asiatiques de Hong Kong, ou ils travaillent. J'en ai quelqu'un qui était un chef-op de Tianming-Yang. En fait, il n'y a pas la hiérarchie, elle n'existe pas. Le comédien, il discute avec le machinot, il est assis, il attend, il discute, etc. Ça, c'est un truc très français. Hein. Ouais, mais c'est en lien avec l'économie. Ce sera le mot de la fin. C'est en lien avec l'économie. C'est-à-dire qui donne le pouvoir à qui, en vrai. Et en l'occurrence, les comédiens, ils ont beaucoup de pouvoir en ce moment sur nos plateaux. Et parce qu'ils sont validés par ceux qui donnent de l'argent, par les chaînes, par les supports, etc. Et que le comédien a filé un blanc-seing et que c'est fini. Et que l'idée même qu'un comédien puisse arriver une demi-heure avant, trop tôt, pour être utilisé, il pète un plomb. Enfin voilà, ouais. C'est des choses qu'on voit quotidiennement. Après, pas toujours, il y a certains comédiens. Ah non, mais pas tous, bien sûr. Voilà, qui sont vraiment dans le travail. Et même les corps de métier entre eux, c'est-à-dire...
discuter du film. Avant, il y avait un truc, parce que maintenant, enfin, ça paraît vraiment de l'ancien temps, mais il y avait le temps des rushs. Bien sûr. En fin de semaine, moi même en fin de journée. vu quelques... Où tous les soirs, on voyait les rushs et tout le monde voyait son travail. Et on en parlait. Et on en parlait, on discutait, ça liait, c'était vraiment une... Et on voyait... Et alors maintenant, enfin aujourd'hui, c'est très différent, c'est-à-dire que sur le plateau, vous avez des écrans. Il y a de plus en plus d'écrans sur le plateau. Et en plus, des beaux écrans, des trucs. Et sur Un peuple et son roi, je me retournais et en fait, il y avait 40 personnes qui regardaient les écrans et qui voyaient le film. Alors, ils voyaient le film en train de se faire. Mais ils le voyaient en direct et sur un écran de télé et sur le plateau. Et voilà. Je voulais juste dire aussi une chose sur le parce qu'on ce sera le mot de la fin, le vrai, ouais. Ça, je sais pas. À un moment donné, on voyait dans le tournage des Anonymes, il y a une scène où il y avait Amalric, et il y avait... Et puis je parle au cadreur, parce qu'il y avait 2 caméras, parce que les 2 caméras aussi, on pourrait en parler longtemps. Et en fait, cette scène était une scène très importante dans le film, d'aveu, et c'est vraiment une des scènes clés, c'est une scène longue, etc. Et le comédien a été extraordinaire, le Corse qui a fait jouer ça. Et c'était des prises très longues. Et là, il y a une sensation de plateau où on vivait la scène, où tout le monde a vécu la scène. Et ça, comme au théâtre. Et tout d'un coup, sur un plateau, il y a un truc qui se passe où ça existe. Il n'y a pas, plus personne pense à pourquoi il est là. Il vit la scène. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et ça arrive, en fait. Et vous ne voyez pas venir, mais des fois, ça arrive vraiment. Et nous terminerons sur ce type de miracle qui arrive. Merci beaucoup, Pierre. Merci aux scripts associés, à Sophie, une pensée pour Bénédicte. Merci à François, Charles et les 3 scripts invités. On finit au bar. Et merci à Sylvain Baudreau. C'est venu. Ouais. Moi, j'aurais pas besoin de la soirée, je vous ai rencontré. Ça va? Qu'est-ce que tu trouves? Ah là? Ah.